Et ce que nous avons constaté, d'abord avec l'Ukraine, puis de manière additive avec Israël, c'est que nous nous effondrons. Nous ne pouvons pas produire les armes, nous manquons de choses que nous pourrions réellement vouloir avoir pour notre propre défense, si vous pouvez le voir de cette façon. Je veux dire, les Américains confondent l'offensive et la défense. Mais le système lui-même s'effondre, il se brise. C'est effectivement le cas. Et les néoconservateurs, bien sûr, ne le voient pas. Mais le reste du monde, qui nous regarde, je pense, de manière plus objective que nous, à l'intérieur du système, à l'intérieur de l'Amérique, le voit. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle avec le Dr Karen Kwiatkowski, une critique acharnée des États-Unis concernant la surenchère militaire de son pays. Son opposition farouche aux guerres étrangères est particulièrement cinglante pour le complexe militaro-industriel, car elle a été pendant 20 ans membre des forces armées américaines. Elle est devenue une figure populaire lorsqu'elle a dénoncé pour la première fois les mensonges du Pentagone concernant la deuxième invasion de l'Irak. Le Dr Kwiatkowski est lieutenant-colonel à la retraite, titulaire d'un doctorat en politique mondiale de l'Université catholique d'Amérique et d'une maîtrise en gouvernement de Harvard. Elle écrit régulièrement pour le Rockwell.com et est membre de l'Eisenhower Media Network. Karen, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Karen, thank you very much for coming online today. Eh bien, merci de m'avoir invité. Eh bien, Karen, je vous ai vu plusieurs fois lors d'apparitions sur YouTube, à différents endroits. Et vous me rappelez, et je vous l'ai dit dans un email, n'est-ce pas? Votre critique de ce que font les États-Unis me rappelle ce que j'entends aussi de personnes comme Chas Freeman, l'ambassadeur Chas Freeman, et Ray McGovern. Vous avez une vision d'initié sur le fonctionnement du système, qui au final produit des guerres à grande échelle. Pourriez-vous peut-être nous dire avant tout ce que vous pensez des engagements militaires américains à l'étranger en ce moment? Oh, en ce moment, oui. Eh bien, vous savez, nous avons une longue histoire d'ingérence et d'utilisation de la force. Les États-Unis utilisent la force comme un moyen fondamental de leur politique étrangère et pas toujours. C'est généralement le premier choix plutôt que le dernier. Je veux dire, la diplomatie dans ce pays, du moins de mon vivant, a diminué en qualité. Elle n'est vraiment pas très bien développée. Ces derniers temps, nous n'avons même pas vu l'émergence de types d'hommes d'État, de présidents qui ont une bonne connaissance et compréhension de la politique étrangère, qui comprennent comment exercer le soft power. Nous n'avons pas eu de présidents qui peuvent vraiment faire cela très bien. La première question, et vous l'entendrez à la télévision ou ailleurs, mais la première question que le président veut toujours savoir en cas de crise est « Où sont les porte-avions, n'est-ce pas ?» Parce que c'est notre recours. Notre recours est militaire et l'utilisation de la force. Et je suppose que cela découle de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale lorsque notre pays, nous n'avons pas combattu la Seconde Guerre mondiale sur notre territoire, sur notre sol. Donc, et nous étions encore en train de nous préparer, je veux dire, nous n'étions pas prêts au début de la Seconde Guerre mondiale, mais 4 ans plus tard, quand elle était terminée, nous avions cette énorme machine militaire et personne d'autre n'en avait une. Je veux dire, nous étions restés avec cette énorme machine militaire. Et c'est la machine militaire et le complexe militaro-industriel dont bien sûr Eisenhower a mis en garde. Vous savez, il a dit que cela devenait un pouvoir en soi. Je paraphrase, il n'a pas dit cela, mais il a communiqué aux gens à la fin de son mandat que cela devenait sa propre justification pour continuer. Et il avait les moyens de continuer à croître. Et bien sûr, nous avons vu cela. Maintenant, qu'Eisenhower mette en garde contre cela,
est une chose, mais en réalité, personne n'a pris cet avertissement au sérieux. Et aussi, c'était un peu tard. Vous savez, si vous avez un petit chien qui mord tout le monde et que vous attendez qu'il devienne un gros chien qui mord tout le monde, c'est un problème. Et nous nous en sommes pratiquement pas occupés du tout. Et donc, maintenant, ce que nous avons, c'est l'évolution de cette machine en quelque chose qui n'est pas un jeune chien, pas un gros chien, mais un très vieux chien. Vous savez, nous voyons les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, nous parlons en ce moment aujourd'hui des États-Unis qui se sont retirés d'Afghanistan sans victoire après 20 ans. Je veux dire, pas de victoire. C'était comme si vous retiriez votre main d'un seau d'eau. Il n'y avait pas de victoire, à part des Afghans morts et des Américains morts et blessés. Bien sûr, quelques Européens, mais principalement le coût pour les Afghans était invisible, comme il l'est toujours pour nous dans nos guerres. Tu sais, on parle de 58 000 personnes mortes au Vietnam. C'est pas le nombre de personnes mortes au Vietnam. C'est le nombre de soldats américains morts au Vietnam. Tu sais, 1,5 million, 2 millions de personnes sont mortes là-bas au Vietnam pendant la période de cette guerre. Nous ne les comptons pas. Donc en Afghanistan, bien sûr, c'est pareil, nous ne les comptons pas. En Irak, nous avons quitté l'Irak, enfin, presque. Nous sommes presque entièrement sortis d'Irak. Et combien d'Irakiens sont morts? Les comptons-nous? Non, nous ne nous en soucions pas. Nous ne nous soucions pas de les compter. Donc nous avons cette machine qui crée le chaos et n'atteint pas ses objectifs. Maintenant, c'est très différent de la Seconde Guerre mondiale où nous avons créé le chaos et nous avons atteint des objectifs. D'accord? Pour une raison quelconque, notre machine militaire était puissante et elle a gagné une guerre et c'est la dernière guerre que nous avons gagnée en tant que forces armées des États-Unis. Donc, notre armée vieillit en quelque sorte. Elle est grasse. Elle est très grasse. Elle est très en mauvaise forme. Et je ne dis pas que, vous savez, les gars des forces spéciales sont en mauvaise forme. Ils ne le sont pas. Les gars des forces spéciales ne sont pas en mauvaise forme. Mais l'armée dans son ensemble, le complexe militaro-industriel, n'est pas très réactif. C'est très très cher, c'est lent. Nous avons évolué. La production militaro-industrielle a évolué vers la fabrication de petits nombres d'articles très rentables et très coûteux, qui ont également une logistique très rentable et coûteuse qu'il faut entretenir. Et cela fournit des revenus aux entreprises privées, bien sûr, qui fabriquent ces produits pour le gouvernement américain. Donc l'évolution a été, même si cela semble vraiment énorme et que cela coûte 1 trillion par an, je veux dire, notre complexe militaro-industriel représente 1 trillion par an. Cela ne compte pas toutes les dépenses en renseignement, mais juste le Pentagone est presque 1 trillion par an. Mais qu'obtenons-nous pour cela? Eh bien, personne ne le sait vraiment parce que c'est pas une armée redoutable qui peut faire ce que le président pense qu'elle peut faire. C'est un vrai problème. Oui, d'où pensez-vous que cela vient? Cette observation a été faite par de nombreuses personnes, notamment, vous savez, certains universitaires comme John Mearsheimer, qui ont dit que la partie néoconservatrice du processus politique américain surestime constamment le pouvoir de l'armée et sous-estime tout le monde, ce qu'ils peuvent faire. Ils sous-estiment également le différentiel de puissance entre une force attaquante et une force opposée. Peut-être parce que les États-Unis pensent toujours que tout ce qu'ils font est de l'autodéfense. Ils pensent toujours être sur la défensive, alors qu'ils attaquent généralement. Et vous avez besoin d'une configuration complètement différente. Pouvez-vous en parler? C'est exact. Eh bien, tout d'abord, nous ne faisons pas de défense. Ce $1 billion par an ne nous a pas permis d'assurer la défense. L'Amérique ne peut pas défendre ses frontières. Et vous savez, je ne veux pas m'attarder sur la question de l'immigration, qui est un sujet d'actualité pour de nombreux pays,
Mais c'est un sujet d'actualité pour nous, dans ce pays. Donald Trump en a fait un sujet. Je veux dire, il n'en a pas fait un sujet, mais c'était un sujet dont il parlait fréquemment. Et tout le monde reconnaît que nos frontières ne sont pas sécurisées. Maintenant, nous disons, eh bien, ce n'est pas le travail de l'armée. Mais c'est une fonction défensive qui n'est pas assurée. Nous ne pouvons pas défendre nos frontières. Ce que nous faisons, c'est gagner de l'argent en vendant des choses, à la fois aux contribuables et à d'autres pays, qui sont offensives. Nous vendons des armes offensives. Et que nous l'appelions défense ou non, une personne moyenne peut comprendre que ce n'est pas défensif. C'est une chose. Maintenant, les néoconservateurs ont un problème, ont de nombreux problèmes, mais l'un d'eux est que très peu de penseurs et de voix néoconservateurs ont jamais servi dans l'armée. Si un néoconservateur, disons quelqu'un qui a grandi dans une famille néoconservatrice, et tout comme une famille conservatrice ou démocrate, vous héritez peut-être d'une perspective de votre famille. Si vous entriez dans l'armée, ça ferait ce que ça fait à la plupart des personnes que vous avez mentionnées qui ont eu un service militaire. Cela leur donne un sens du réalisme. Cela leur apprend à penser en termes de réalité pratique, parce que dans les échelons inférieurs de l'armée, la réalité est ce qui compte. Vous savez, dans l'armée, n'importe quelle armée, presque toutes les armées du monde, souvent les parents disent « Mon enfant a besoin d'apprendre à accomplir des choses, à acquérir une compétence et à faire avancer les choses. Il a besoin de grandir. » Et donc on dira « Oh, l'armée est un bon endroit pour ça. » Et en partie, je pense, parce que l'armée faisait des choses avec leurs mains et ils faisaient des choses en groupe et vous apprenez à recevoir des ordres et à en donner et toutes ces belles choses. Mais tout est basé sur la réalité. Ce n'est pas basé sur la fantaisie. Les néoconservateurs ne servent généralement pas dans l'armée. Aucun des principaux penseurs néoconservateurs de notre pays au cours des 30 ou 40 dernières années n'a jamais porté d'uniforme. Ils ne font pas ça. Et donc, ils n'ont pas cette expérience qui renforce votre réalisme. Pas le réalisme en tant que philosophie, mais votre sens de ce qui est réel. Et aussi, dans une certaine mesure, peut-être un cynisme. Et cela se produit dans toutes les industries, où une personne est à l'intérieur, n'est-ce pas? Si vous construisez des voitures, vous dites « Oh, quelle belle voiture !» Mais si vous avez construit cette voiture, vous savez que tout n'était pas beau pour en arriver là. Et vous pourriez connaître des erreurs et des fautes. Vous pourriez connaître des défis et des crises de leadership, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à l'intérieur, vous voyez comment la saucisse est faite. Eh bien, les gens dans l'armée voient comment c'est fait. Et nous voyons les erreurs. Et nous voyons aussi, à mesure que vous montez dans la hiérarchie et même en bas de la hiérarchie, vous savez, nous voyons les mensonges qui sont racontés. Et quand nous avions une conscription au Vietnam, c'était, je suppose, la dernière conscription que nous avons eue. Bien sûr, vous avez un tas de gens qui sont venus non pas parce qu'ils... bad. Et ces personnes ont vu des choses et évalué des choses de manière très cynique à de nombreuses reprises. Et nous avons obtenu de grands films, des scénarios de films, des romans et de la poésie. De grands hommes sont sortis du Vietnam, non pas parce qu'ils étaient de grands soldats, mais parce qu'ils ont critiqué le monde qui les entourait de manière très honnête et réaliste. Et ils ont dénoncé ce qu'ils voyaient. Nous avons maintenant une armée entièrement composée de volontaires, et cela fait un certain temps que c'est le cas. Et cette force de volontaires signifie pratiquement que vous vouliez venir ici. Vous vouliez être ici. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez partir. Donc, la capacité de former un groupe de personnes capables de critiquer sévèrement le système, car il a souvent besoin d'être critiqué sévèrement, ces personnes ne restent pas très longtemps dans ce système. Vous savez, ils partent en tant que lieutenant, ils partent en tant que sergent.
Ils ne continuent pas à travers le système jusqu'au rang supérieur. Maintenant, bien sûr, vous savez, Ray McGovern et d'autres personnes, le colonel McGregor, beaucoup de ces gars avec une expérience militaire à un niveau supérieur sont rares en raison du service volontaire. Donc déjà, je suppose que ce que je dis, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'aperçus sur la gravité du système de l'intérieur, parce qu'il ne vous le dit pas, et nous n'avons pas beaucoup de témoins qui en parleront. Les personnes cyniques partent tôt. Et c'est en partie pourquoi tout le monde en Amérique pense « Oh, l'armée est si forte ». Eh bien, en fait, si vous étiez récemment dans l'armée, vous sauriez que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas si fort. Si vous faisiez attention à ce qui se passe, vous verriez d'énormes erreurs flagrantes dans la stratégie et d'énormes faiblesses flagrantes. Mais le fait est que certains problèmes sont si énormes que même sans initié, ils deviennent évidemment apparents à l'œil nu. Je veux dire, comme la responsabilité, le fait que le Pentagone ne réussit pas ses audits. Si vous parlez à des personnes comme Lena Petrova, qui savent comment fonctionnent les audits, elle dit que c'est du jamais vu dans le monde des affaires, parce que cela signifie que le Pentagone ne sait pas où est allé l'argent. Il ne peut pas montrer où se trouvent les actifs et comment cela fonctionne. C'est si énorme que vous n'avez même pas besoin d'un initié. Et de temps en temps, vous en avez un, comme Manning, comme Snowden, et ainsi de suite. Et puis, d'énormes problèmes surgissent. Mais en même temps, le système reste un système. Il fonctionne toujours. Comment vous expliquez-vous qu'il ne s'effondre pas sous son propre poids, qu'il continue de fonctionner? En partie, cela n'a jamais vraiment été testé, si vous y réfléchissez. Et nous sommes en fait le gouvernement américain, ou l'armée, devrais-je dire. Je ne sais pas, le gouvernement échoue déjà. Mais l'armée américaine est en partie mise à l'épreuve par les stratégies qui nous ont conduits à ces deux guerres par procuration. En gros, nous avons une guerre par procuration contre les Arabes à Gaza et l'Iran au Moyen-Orient. Et puis, nous avons une guerre par procuration qui dure depuis presque 3 ans maintenant en Ukraine. Maintenant, nous appelons la guerre par procuration en Ukraine une guerre de l'OTAN, mais en réalité, la plupart de l'aide est venue massivement des États-Unis. Et ce que nous avons constaté, d'abord avec l'Ukraine, puis de manière additive avec Israël, c'est que nous nous effondrons. Nous ne pouvons pas produire les armes. Nous manquons de choses que nous pourrions réellement vouloir avoir pour notre propre défense, si vous pouvez le voir de cette façon. Je veux dire, les Américains, nous confondons l'attaque et la défense. Mais le système lui-même s'effondre. Il se brise. C'est vraiment le cas. Et les néoconservateurs, bien sûr, ne le voient pas. Mais le reste du monde qui nous regarde, je pense de manière plus objective que nous, à l'intérieur du système, à l'intérieur de l'Amérique, le voit. Et quand le reste du monde voit de la faiblesse, cela aggrave le problème. Donc, je devrais dire que notre armée n'est pas vraiment fonctionnelle pour ce qu'une armée de pays devrait faire, c'est-à-dire défendre le peuple. Nous ne pouvons pas défendre le peuple. Et l'autre chose est, vous savez, nous avons un contrôle civil de notre armée. Eh bien, notre leadership civil n'est pas non plus bien informé sur les capacités que possède l'armée et les problèmes. Vous savez, le Pentagone n'a pas réussi à passer un audit. C'est, je pense, le 6e ou le 7e audit qu'ils n'ont pas réussi. Et chaque année, quand ils ne le réussissent pas, ils disent « Oh, nous n'avons pas pu le passer ». Et puis, quand vous regardez, c'est comme 28 audits différents, et ils n'en réussissent que 6 sur 28. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils ne réussissent pas l'audit. Ils échouent incroyablement presque à chaque tentative d'audit. Après 6 ans, ils continuent de faire cela. Et pourtant, que se passe-t-il? Quelqu'un au Pentagone est-il licencié? Non, parce que les personnes qui pourraient les licencier, qui seraient principalement le président, soit ne prennent pas cela au sérieux, soit ne comprennent pas l'impact. Ce n'est tout simplement pas leur domaine.
ou ils ne peuvent pas. Je veux dire, le danger est que cela échappe à tout contrôle. Je veux dire, nous voyons cela avec les services de sécurité, n'est-ce pas? Qui littéralement, même lorsqu'ils sont tenus de témoigner devant le Congrès, peuvent simplement refuser de répondre et dire par exemple que cela relève de la sécurité nationale. Nous ne répondons pas à cela. Donc, le contrôle civil pourrait tout simplement ne pas être effectivement présent. Qu'en pensez-vous? Oui, eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et nous l'avons vu très spécifiquement lors de la première administration Trump. Parce que la plupart des présidents n'essaient pas vraiment de contrôler ou de gérer l'armée. Ils aiment l'armée, ils pensent que plus c'est grand, plus ça dépense d'argent, tout va bien, les généraux leur disent ce qu'ils veulent entendre, tout comme les personnes en dessous des généraux leur disent ce qu'ils veulent entendre. Donc tout le monde est content. Mais Trump, en 2016-2017, vous savez, il voulait retirer les troupes de Syrie. Vous connaissez l'histoire. Et c'est le président. Le DOD travaille pour lui. Il leur a dit de retirer les troupes, de fermer cette opération qui protégeait le pétrole que nous extrayons de Conoco, je suppose, le prend. Quoi qu'il en soit, ils lui ont menti. Le général Milley lui a menti à ce sujet. Ils ont eu des réunions au Pentagone. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'allons pas faire ça. Comment pouvons-nous nous en sortir en désobéissant à un ordre présidentiel? Et ils ont dit, eh bien, vous savez, quand il demande, dites-lui simplement que nous avons déplacé ces gars ici et ces gars là-bas. Ce sera partiellement vrai, mais ce ne sera pas le cas. Et c'est comme ça que nous lui mentirons, nous ne lui raconterons pas toute l'histoire et nous garderons les troupes là-bas parce que il va partir. Et en plus, nous n'aimons pas vraiment ça. Nous ne voulons pas faire ça. Il y avait donc un exemple direct de révolte des généraux, pas bon pour le peuple, mais une révolte au nom des généraux eux-mêmes et du complexe militaro-industriel et des compagnies pétrolières qui veulent cette protection et toutes ces autres choses. Et Trump ne le savait pas. Trump n'a pas découvert qu'on lui avait menti jusqu'à, je pense, probablement après qu'il ait déjà quitté ses fonctions. Et puis il s'avère, parce que les gens en parlent publiquement maintenant qu'il est un ex-président, qu'il l'a découvert. Donc ça l'a vraiment dérangé. La raison pour laquelle cela s'est produit, c'est probablement arrivé à d'autres présidents. Eh bien, pensez à Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba et du désastre de la baie des Cochons. Lui a-t-on dit la vérité? Les généraux et la CIA lui ont-ils dit la vérité, tout ce qu'il devait savoir? Non, ils ne l'ont pas fait. Et il a parlé à son frère Bobby, qui était le procureur général, et a dit, ces gars-là, vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu'ils disent. Et c'était vrai à l'époque. Mais la plupart des présidents ne s'en soucient pas. Eisenhower a été le dernier à être vraiment un soldat de haut rang. Vous savez, je pense que JFK était lieutenant. Mais la plupart de ces gars-là ne sont pas particulièrement à l'aise avec l'armée. Et ils sont aussi un peu impressionnés par eux. Et je pense que Trump était également impressionné par eux lorsqu'il était président. Mais Trump avait cette idée qu'en tant que président, il pouvait diriger la politique étrangère. C'est ce que permet la Constitution, mais ils ne l'ont pas fait. Alors vous avez Biden. Biden ne dirige rien, mais les gens de Biden aiment utiliser la force. Ce sont tous des néoconservateurs dans le domaine de la politique étrangère. Ils aiment utiliser la force et les généraux sont heureux de les satisfaire. Maintenant, nous avons Trump qui revient, mais ce n'est pas le même Trump parce qu'il a été échaudé. Alors maintenant, qui propose-t-il pour son responsable du département de la Défense? Vous savez, c'est un jeune qui est indifférent avec l'armée, il est très combatif et il est jeune. Il est loyal à Trump. C'est très différent. Et quelle est la réaction du Pentagone? Oh mon Dieu, nous ne pouvons pas avoir ça. Et qu'a dit le gars qu'il allait faire? Eh bien, tout d'abord, je vais licencier tous les généraux de OI. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
Il y a 82 milliards de dollars qui ont été dépensés pour le DEI. Qu'est-ce que c'est? Diversité, équité et inclusion. 82 milliards. Milliards de dollars. Eh bien, certains généraux supervisent une partie de cet argent et ils vont tous partir. Donc, on leur a dit, très effrayant pour eux. Mais c'est radical, cela ne s'est jamais produit. Mais pour répondre à votre question, cela peut-il arriver? Est-ce trop gros pour être arrêté? Non, c'est pas trop gros pour être arrêté. C'est pas trop gros pour être arrêté. Je vais vous dire ce qu'ils font déjà. C'est que les généraux déplacent de l'argent. Alors ils évitent. Ils savent ce qui arrive, donc ils prennent des mesures. Vous pouvez gérer ces généraux un peu comme vous géreriez un troupeau de bétail montant dans une remorque. Vous les mettez en troupeau, et s'ils sortent du rang, vous les frappez avec un fouet ou autre, et ils réagissent à cela. C'est comme si la peur les motivait. Il n'est pas logique que le président doive diriger ses généraux parce qu'ils le craignent. Mais il a essayé l'autre méthode, qui était la manière constitutionnelle de leur demander et de les diriger, et ils ont désobéi. Donc je ne pense pas qu'ils soient trop grands pour être gérés. Je pense qu'ils semblent trop grands pour être gérés, mais ils ne le sont vraiment pas. Je suis assez content que vous soyez optimiste à ce sujet. Mais ce que vous décrivez est bien sûr une manière managériale de rectifier la mauvaise gestion en cours et de contourner les gens. Mais, d'un autre côté, selon vous, quelles seraient les législations les plus importantes, même si elles sont irréalistes? Disons qu'une petite législation peut avoir un grand impact. Si, par exemple, il devenait une infraction punissable pour quelqu'un d'occuper un poste et ensuite d'entrer dans l'industrie militaro-industrielle. Vous savez, la porte tournante changerait quelque chose. Mais en fait, c'est un excellent exemple. En fait, je pense qu'Elon Musk l'a également mentionné. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, comme des lois qui l'interdisent. Je pense qu'en ce moment, il y a une période de 6 mois. Vous devez attendre 6 mois, puis vous pouvez y aller. Et ils ont levé cette exigence pour l'actuel secrétaire à la Défense. Cela ne fait qu'un mois. Mais ils ont quand même levé cette exigence. Alors pourquoi feraient-ils cela? Eh bien, ils le font parce qu'ils sont fortement sollicités pour le faire. Il y a toutes sortes de pots de vin, de lobbying et de flux d'argent, et tout le monde aime le système tel qu'il est. Mais encore une fois, empêcher les gens de profiter de la porte tournante est une chose. C'est une législation que le Congrès devrait adopter. Mais il y a des choses que même Trump pourrait faire, ou que n'importe quel président pourrait faire, et c'est de réduire le nombre de postes d'officiers généraux dans notre armée. Ce que beaucoup d'armées en temps de paix finissent par avoir, c'est un grand nombre d'officiers de haut rang avec très peu de missions à accomplir. Au lieu de dire « Oh, eh bien, ce sont des officiers militaires, ils défendent le pays », non, en réalité, ce sont des bureaucrates en uniforme. Ils ne défendent rien, ils attendent leur tour pour obtenir un emploi par la porte tournante dans ce système. Donc, si vous éliminiez la période d'attente de 6 mois et la portiez à 5 ans et que vous vous y teniez, si vous punissiez les personnes qui enfreignent cela, et si vous supprimiez un grand nombre de postes de généraux de haut niveau et faisiez vraiment un examen d'efficacité de haut en bas, en quoi notre armée s'est-elle transformée? Cela s'est transformé en beaucoup de choses qui n'apportent vraiment aucune valeur. Et je vais vous dire, j'ai écrit un article récemment, il n'y a pas si longtemps, et l'une des choses que j'ai examinées était comment il y a quelques années, pendant environ 15 ou 17 ans, nous avions un comité du Congrès qui était le comité de réalignement et de fermeture des bases. Il s'appelait BRAC, B-R-A-C. Et c'était la seule façon de ma vie que nous ayons jamais pu fermer des bases militaires. C'est très intéressant parce que lorsqu'ils essaient de fermer des bases, le Congrès essaie toujours de s'assurer qu'aucune base ne soit fermée sur le territoire national. Et bien sûr, à l'étranger,
Si un pays comme l'Allemagne nous obligeait à fermer certaines bases parce qu'il disait « Retirez vos troupes d'ici ». Et cela a effectivement forcé les choses à se produire. Mais sur le plan national, ces bases militaires sont de petites villes. Ce sont de petites économies locales, très déformées bien sûr, mais les gens ne veulent pas qu'elles disparaissent. Ils ne pouvaient donc pas les fermer, mais ils ont créé un comité bipartite qui proposait des recommandations et fermait des bases. Et ils ont effectivement fermé des bases. J'ai vu les bases qu'ils ont fermées. Ils les ont vendues, transformées en lotissements, et ont fait d'autres choses avec elles. Maintenant, dans mon esprit, je me suis dit, eh bien c'est génial, nous devrions faire cela. Et puis j'ai vérifié. Nous n'avons économisé que quelque chose comme 12 milliards de dollars sur 17 ans. Sur l'industrie de 1000 milliards de dollars par an, oui. Oui, et c'est sur les 17 années pendant lesquelles nous avons dirigé le programme. Nous avons économisé un total de 12 milliards de dollars. Ce n'est même pas 1 milliard par an sur 1 billion de dollars ou 900 milliards de dollars. Je veux dire, c'est juste insensé à quel point c'est minuscule. Et pourtant, cela a été vendu aux Américains, au Congrès, à des gens comme moi, comme une excellente façon de rationaliser et de réduire les frais généraux qui ne sont plus nécessaires. Et en fait, j'appelle cela un échec. Je pensais que c'était un succès jusqu'à ce que je vois à quel point cela avait réellement peu économisé. C'était un échec. Alors comment pouvons-nous le changer radicalement? Le président peut-il le faire? Le président peut-il, avec le soutien du Congrès, entre la législation et les initiatives exécutives, vraiment réduire notre armée? Je pense qu'il le peut. Le problème que nous avons, et je ne sais pas si vous avez vu cela, je dois le regarder à nouveau, mais le président Trump a prononcé un discours vraiment puissant l'autre jour, et c'était en réponse à l'autorisation par Biden des frappes profondes des attaques MS sur le territoire russe. Et je n'ai pas vu tout le discours, j'en ai vu une partie, j'en ai vu la plupart. Ce n'était pas très long, très bon discours. On aurait dit qu'il pouvait être un invité. Si Trump parlait comme ça tout le temps, il s'intégrerait parfaitement dans notre conversation. Il ne parle pas comme ça tout le temps, mais il l'a fait cette fois-ci. Et ce dont il a parlé était suffisant pour que... Je veux dire, je l'ai juste regardé, j'ai juste écouté ce qu'il disait. J'ai dit, c'est exactement ce que JFK a dit à l'été 1963. C'est le discours de paix de JFK. C'est le défi de JFK à la CIA. Et JFK a été éliminé par la même organisation par la CIA, le DOD, la CIA. En général, les gens pensent cela. Mais en tout cas, il n'a pas survécu un an après cette déclaration de la propre préoccupation de JFK. Et c'était à une époque où l'armée était beaucoup plus petite. Et la communauté du renseignement n'avait pas 18 variantes différentes. Vous savez, à Washington, toutes avec des budgets noirs. Vous savez, cela a échappé à tout contrôle. Et pourtant, voici Trump disant des choses si radicales qu'elles feront assassiner des présidents dans notre histoire. De mon vivant, nous avons vu cela se produire. Je ne sais pas, il a dit cela courageusement. Donc, soit il est extrêmement naïf, soit il croit vraiment ce qu'il dit. Dans tous les cas, je pense que nous devrions lui donner une chance s'il y parvient. Mais oui, ce qu'il préconise est radical. Alors, est-ce trop gros pour être réparé? Non. Mais pour réformer l'armée, réduire sa taille et la faire réellement se concentrer sur la défense et améliorer ses capacités. Parce que franchement, je ne suis pas impressionné par les capacités militaires des États-Unis. Je veux dire, regardez l'opération en mer Rouge. Vous savez, contre les Yéménites ou les Houthis. Je veux dire, nous n'avons même pas accompli cette mission très restreinte avec l'équipement pour lequel on nous a vendu une facture. C'est ce que nous faisons, c'est leur mission. Ils ne peuvent pas accomplir la mission
contre ce qu'ils considèrent essentiellement comme un groupe terroriste. Donc c'est mauvais, donc cela doit changer. Mais cela va nécessiter quelque chose de radical, et notre système tel qu'il est conçu n'aime pas le radical. Il veut avoir des progrès lents, il veut avoir un débat. Et déjà, les choses que Trump propose et certaines des personnes et des choses qu'il prévoit d'assigner rendent le Congrès très nerveux ainsi que les lobbyistes et les entreprises. Donc il y aura beaucoup de résistance à ce qu'ils essaient de faire. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.